bienvenue mesdames et messieurs. Bientôt, nous allons nous rendre aux urnes. Mais à l'approche de ces élections, le secteur de l'assurance, par l'intermédiaire de sa fédération Assuralia, souhaite quand même attirer l'attention sur un certain nombre d'évolutions sociétales importantes. Des évolutions dans le domaine des catastrophes naturelles, du coût de nos soins de santé, ou encore la transition vers une société plus durable. Il s'agit donc là de domaines dans lesquels le secteur peut faire la différence. Pour vous, pour moi, pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises. Dans les 30 minutes qui suivent, nous allons en discuter avec des experts que j'aimerais vous présenter. Premièrement, Anne Lannoy, directeur général d'Assuralia, la fédération professionnelle des assureurs. Bienvenue. Nous avons Renaud Van Bergen, avocat en droit des assurances. Bienvenue. Merci, bonjour. Et aussi Eric Van den Broele, directeur Research and Development chez Graden Credit Safe. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on va parler des catastrophes naturelles premièrement, car on se souvient tous des inondations en Wallonie pendant l'été de 2021. Ça a quand même eu des conséquences significatives. Alors, oui, l'intensité des catastrophes, ça va augmenter. On le sait parce qu'il y a des chiffres qui le démontrent, des chiffres récents du service de surveillance du climat de l'Union européenne. Maintenant, les 3 premiers mois de l'année 2024 n'ont jamais été aussi chauds. Quelles répercussions est-ce que cela a eu sur le secteur des assurances et surtout ici en Belgique ces dernières années ? Oui, effectivement, comme vous avez dit, donc au niveau de sources scientifiques, tout le monde est d'accord que le risque augmente d'année en année. Et donc les chiffres sont aussi là. Donc il y a par exemple les réassureurs mondiaux, Munich Re, Swiss Re, qui publient chaque année des statistiques qui démontrent que le montant des sinistres ne font que augmenté. L'année dernière, on parle déjà de 250 milliards de dollars du dommage total. Mais aussi en Belgique, on a vu une augmentation les dernières années, donc entre 2019 et 2021, on a connu une augmentation du nombre de sinistres avec 65%, et on connaît tous bien sûr bien ce qu'on a vécu en 2021 avec les inondations en Wallonie, avec un chiffre de dommages total de 2,8 milliards. Donc ça, on n'a jamais connu en Belgique auparavant. Donc là, les assureurs sont effectivement bien conscients du fait qu'il y a un problème majeur à laquelle on doit essayer de faire face. Oui. Ça a naturellement aussi des implications pour le secteur. Il y a le rapport annuel de la Banque centrale qui dit que les polices d'assurance incendie par exemple, pourraient devenir inabordables si on n'a pas des accords clairs entre les assureurs et les autorités à savoir qui va indemniser naturellement les gens en cas de catastrophe naturelle. Alors, est-ce que c'est exact ? Oui, c'est exact et ça nous a fait plaisir que la Banque a voulu mettre l'accent sur la problématique parce que la Banque nationale, c'est notre contrôleur prudentiel qui doit veiller à ce que les compagnies d'assurance arrivent à gérer le risque convenablement et ici, il s'agit d'un risque systémique très important. Donc, oui, si par exemple le bombe qu'on a connu en 2021 dans le vallée de la Vesdre aurait eu lieu en l'entour du Gand. Donc là, il y a eu des simulations qui ont été faites en Flandre et là, on parle de dommages potentiels qui vont jusqu'à 9 milliards. Et donc, soyons honnêtes, ces montants-là, le secteur d'assurance ne sait pas couvrir. Donc, il faut trouver une solution. Oui, mais dans votre mémorandum, vous plaidez aussi pour un partenariat entre le secteur public et privé pour résoudre ce problème. Maintenant, est-ce que vous pouvez expliquer ça un tout petit peu plus concrètement ?
Bah oui, donc comme je vous avais dit, donc un sinistre de cette taille-là n'est pas assurable uniquement par le secteur d'assureurs. Donc il faut trouver des partenariats avec les gouvernements. Et en Belgique, on parle du niveau fédéral et du niveau régional. Et même, on pourrait même songer à des solutions au niveau européen. Donc de plus en plus des gens parlent de la nécessité que même au niveau européen, on intervient dans des cas pareils. Maintenant, je regarde du côté de l'avocat, du juriste. Un tel partenariat public-privé avec une intervention plafonnée des assureurs, est-ce que c'est une bonne idée ? Peut-être d'abord, je n'ai pas avec ma casquette d'avocat que je vais vous répondre, mais peut-être avec celle d'enseignant, pour revenir en tout cas à la base, pour dire c'est quoi en fait une assurance. C'est une mutualisation du risque sur la base des lois de la statistique. Et c'est quoi une mutualisation ? C'est trouver un ensemble de personnes qui sont sujettes au même risque et de parvenir à répartir sur elles en fait les sinistres qui vont arriver en répartissant ce qui va en fait ne toucher que quelques-uns mais qui aurait pu les toucher tous. Et pour pouvoir assurer un risque, pour donc pouvoir avoir une assurance, il faut que ce risque soit encore supportable, soit prévisible. Alors, qu'est-ce qu'on voit qui apparaît ? C'est ce que Anne vient de dire, c'est qu'en fait, non seulement la fréquence, mais l'ampleur des sinistres devient tellement élevée que ça devient inassurable. Alors, c'est quoi le problème quand c'est inassurable ? C'est qu'on ne peut plus y avoir d'assurance. Les assureurs ne peuvent effectivement plus suivre. Et donc, ça veut dire que si ce qui s'est passé dans la vallée de la Vesdre se reproduit, en fait, on ne sait plus reconstruire. On va être sur un champ de ruines. Donc, il va falloir trouver une solution par rapport à ça. Imaginez même que le niveau de la mer se lève à nouveau et que ça rentre dans les terres et que que Bruges devienne une ville maritime. Imaginez les conséquences. Ce n'est pas possible de gérer ça à un niveau régional, sans doute pas national. Je pense qu'effectivement, je suis sur la même longueur d'onde. Avoir un 4e niveau qui sera un niveau européen à ce niveau-là, parce que les catastrophes naturelles ne s'arrêtent pas aux frontières, me paraît en tout cas une réflexion qui doit être menée pour parvenir à ce que quand les catastrophes vont arriver, parce qu'elles vont arriver avec une ampleur terrible, il n'y ait pas des champs de ruines, et en tout cas que sur ces champs de ruines, qu'on puisse les reconstruire, qu'on ait les moyens de les reconstruire. Éric, je regarde votre côté. Alors maintenant, il ne faudrait peut-être pas uniquement agir sur un partenariat. On dit qu'il y a déjà plusieurs niveaux, mais aussi plus ou davantage en matière de prévention et de sensibilisation ? Mais j'en suis absolument convaincu. Je pense que la prévention et la sensibilisation est essentielle. Et non que seulement en ce qui concerne les aléas d'inondation. C'est vrai, on a connu ce phénomène récemment. On doit aussi penser à la sécheresse d'un autre côté, de ses influences au niveau des bâtiments. Mais il y a plus. En fait, on constate en généralisant que le monde devient de plus en plus complexe, que, mis à part du climat, il y a aussi la globalisation. On a vu les effets de la globalisation au niveau du Covid, par exemple. Et en fait, tout se tient. Il y a des liens entre ces phénomènes qui se renforcent. Et je pense que nécessairement, il faudra changer de cap aussi au niveau de vision du futur. On remarque jusqu'à présent qu'on était surtout occupé avec des prévisions qui sont, je dirais, unidirectives, uniformes. Je pense qu'il faut changer de cap et vraiment penser ou commencer à réfléchir en termes de scénarios. Se construire différents scénarios, des possibilités, des worst case, comme on dit en anglais, pour comprendre les possibilités qui peuvent nous surgir. Et en fonction de cela, essayer de développer des solutions. Penser en worst case pour justement éviter la question ou essayer de l'éviter du moins. Et je pense que c'est dans ce cadre qu'on peut aussi connecter avec cela la résilience au choc. Les entreprises, par exemple, qui se trouvent dans des aléas d'inondation, eh bien, non seulement ils devraient compter sur l'assureur ou le gouvernement, eux aussi, eux-mêmes, devraient s'auto-assurer un tout petit peu, afin donc construire des réserves redondantes, afin de pouvoir se munir contre ce genre de désastre. Mais encore une fois, non seulement des désastres climatiques. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut développer vraiment des collaborations entre assureurs et entreprises, afin que les assureurs comprennent mieux à quel point une entreprise est capable de se construire des réserves redondantes, à titre d'exemple, et donc
protéger la société d'une façon comme telle. Pour savoir ce qui nous attend, il faut naturellement faire une analyse. Alors, est-ce qu'il y a une telle cartographie des risques qui existe déjà ? Mais malheureusement, en Belgique, cette cartographie 360 degrés est plutôt partielle, certainement incomplète, et certainement pas au niveau de la collaboration ou l'entente avec les assureurs. Il y a d'autres pays où ça fonctionne bien mieux. Quand on observe comment la Suisse est organisée, par exemple, au niveau des scénarios, au niveau de développement et de vision sur différents désastres qui peuvent surgir et les actions à prendre, je pense qu'ils sont bien plus forts. Et je pense qu'à ce niveau, en Belgique, il faudrait se réorganiser. Ce qu'on appelle très souvent s'organiser en triple helix, réunir carrément des académiciens qui étudient vraiment à fond, de façon académique bien sûr, les possibilités, les cas possibles, réunir les entreprises, réunir le gouvernement, et j'ajouterais même réunir le public afin de développer ensemble des solutions, afin de trouver ensemble des solutions en collaborant et non pas séparément. Merci beaucoup Eric. On va conclure ce premier thème ici. Passons au deuxième thème, celui qui concerne le rôle du secteur dans la transition de notre société vers une société durable sur le plan écologique et social. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place, mais le secteur a encore quand même d'autres atouts à bien faire valoir. Aujourd'hui, Anne, les assureurs prennent déjà en compte un grand nombre de questions liées au développement durable. Maintenant, jusqu'où cela va-t-il en termes de souscription de polices d'assurance ? Oui, donc là, on voit une évolution qui est en cours, qui est un peu dirigée également par le niveau européen, qui pousse en réalité le secteur financier et les compagnies d'assurance en particulier de sensibiliser la clientèle dans le cadre de la transition vers un monde plus durable. Et donc, notamment, on attend qu'au niveau des conditions générales, que cela aura de plus en plus un impact. Déjà aujourd'hui, par exemple, pour l'assurance incendie, les entreprises, quand ils vont faire assurer les grandes surfaces contre les risques d'incendie, déjà, on tient déjà compte du risque d'inondation, de rendre les bâtiments plus robustes pour éviter que s'il y a une inondation, que le dommage devient de plus en plus important. Donc, ça existe déjà aujourd'hui, mais on attend à ce que ça va devenir encore beaucoup plus important dans le futur. On est également en train de réfléchir comment on peut aider les entreprises à gérer donc la diminution des combustibles fossiles. Et donc là, le gros problème, c'est la transition. Parce qu'un assureur, il peut bien sûr d'un jour à l'autre arrêter à couvrir les entreprises qui ont trop de risques au niveau de leurs émissions, mais ça ne sert à rien. Donc on peut pas arrêter à couvrir les gens, par exemple, en matière d'assurance accident de travail. Il faut avoir une vision sur un certain délai dans lequel les entreprises peuvent s'adapter. Et donc là, les entreprises maintenant sont obligées de publier leur politique en matière de sustainability. Et ça va avoir un impact de plus en plus important. Et même la Banque nationale, en tant que contrôleur prudentiel, il va regarder les entreprises d'assurance dans la manière qu'ils développent les contacts avec les entreprises pour éviter qu'ils prennent trop de risques sur les entreprises qui ont un niveau de risque durable trop élevé. Donc oui, de plus en plus, on voit l'impact de l'assurance dans les conditions générales d'assurance. Et qu'est-ce qui en est des politiques d'investissement ? Oui, donc là également, il faut savoir qu'en tant que secteur d'assurance, nous recevons chaque année des primes pour un montant à peu près de 3 milliards. Donc en total, on dispose d'une masse de 30 milliards de provisions avec lesquelles on peut faire quelque chose. Et donc déjà depuis 2-3 ans, on essaye de convaincre le gouvernement de se mettre à la table pour trouver une solution, parce que le secteur, ils sont disposés à investir ces montants dans des infrastructures durables,
mais il fait qu'on ne trouve pas la manière de le faire, on ne trouve pas les partenaires, on ne trouve pas les instruments financiers corrects via lesquels on sait le faire. Donc là, on a parti demanderait également de se mettre à la table avec le gouvernement pour voir comment est-ce qu'on peut faciliter ces investissements dans l'économie durable. Nous, en tant qu'assureurs, nous sommes prêts à le faire. Éric, comment voyez-vous le rôle des assureurs dans la politique ESG que les entreprises sont légalement tenues d'adopter? Peut-être d'abord toucher un mot sur l'ESG. J'ai un problème à ce niveau-là, dans ce sens que très souvent, quand je me trouve au bistrot et on me demande ce que c'est l'ESG, dans un délai de 2 minutes, on se concentre totalement sur le climat, et que le climat. On parle de circularité, etc., etc. Mais ESG, c'est beaucoup plus. Tout d'abord, il y a 3 lettres. Environnement, c'est vrai, mais aussi social. La demande, par exemple, ou la requête de la part de l'Europe, que les entreprises se engendrent vraiment dans le système social, dans notre tissu social, qui prennent compte des travailleurs, qui leur donnent une certaine qualité sociale, qui développent des liens avec des autres acteurs dans notre tissu social. La gouvernance, où on demande aux entreprises de développer des visions beaucoup plus à long terme, où on quitte l'idée des quick wins, des bénéfices rapides. Donc là, à nouveau, il y a vraiment des liens systémiques entre ces 3 lettres. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Et je pense que, justement, en observant ce mouvement, cette transition ESG, que les assureurs peuvent vraiment jouer un rôle. Parce que il y a des liens systémiques entre ces 3 lettres, si vous voulez, entre ces 3 mouvements. Et bien, finalement, on peut observer ces entreprises, leur guider vers ces transitions en leur donnant certains avantages de prime au niveau risque, puisqu'en réalité, on constate que le risque diminue là où l'ESG se développe. Donc là aussi, il y a des liens à développer qui peuvent soutenir l'un l'autre. Renaud, est-ce qu'il y a des restrictions ou des exigences légales que les assureurs doivent respecter lorsqu'ils optent pour des investissements durables? Dans quelle mesure est-ce que les compagnies d'assurance peuvent-elles inclure certains objectifs de développement durable dans leurs conditions d'assurance et dans le calcul même de leurs primes? Alors pour répondre à la première question, qu'est-ce qu'on fait avec les 30 milliards en fait, c'est ça. Avec les 30 milliards, l'entreprise d'assurance peut faire en fait à peu près ce qu'elle veut pour les investissements. La question est-ce qu'elle peut investir dans des énergies fossiles par exemple? A priori, dans le droit belge actuel, ce serait autorisé. Ce qu'elle est obligée de faire, c'est d'investir prudemment, mais prudemment dans un sens économique. Mais par contre, effectivement, on peut avoir une modification législative à ce sujet. On voit qu'au niveau européen, il y a des obligations de reporting qui existent, donc pour que cette information soit publique. Et puis après ça, on pense que personne n'aime avoir de la publicité négative de ce côté-là. Une dernière chose est de nouveau droit européen, parce que c'est intéressant, puisqu'on va aussi voter au niveau européen. À ce niveau, on voit de plus en plus important. On voit qu'on a une directive aussi, IDD, qui est en termes qui s'occupe de distribution en matière d'assurance. On voit que pour toute une série de matières, notamment en assurance vie, la compagnie d'assurance, au moment de la souscription, doit proposer à son candidat assuré d'investir dans quelque chose de vert ou de renouvelable. Donc on voit que ça existe déjà à ce niveau-là. Donc on pourrait orienter effectivement cette masse d'argent vers quelque chose de vertueux. Alors après, pour votre deuxième question, qui est de savoir, est-ce que dans les polices d'assurance, dans les obligations, on peut faire une partie du boulot aussi aux assurés? Et il nous disait très justement, on peut imaginer certaines choses en matière de prévention pour en tout cas diminuer quand le sinistre est arrivé, l'aggravation du dommage. Ce sont des choses qui peuvent exister. Ce qui serait plus compliqué et pourtant intéressant, ce serait par exemple de demander l'isolation des bâtiments en matière d'assurance incendie ou que sais-je. Avec un petit problème que je vois, c'est que en fait, ça n'a pas d'impact direct là, sur la survenance du sinistre. Le fait que chacun isole sa maison, ça va avoir un impact global sur le climat, quelque chose qui est général. Mais si demain ma maison est inondée parce qu'une rivière devant s'est soulevée, c'est difficile de dire que c'est directement de ma faute. On peut difficilement me mettre cette obligation dessus, de dire que c'est de ma faute que la rivière s'est soulevée. Néanmoins, on peut réfléchir pourquoi pas, mais sans doute avec peut-être une évolution légale, en tout cas pour préciser certains concepts, pour qu'il y ait plus de sécurité juridique, de dire, en fait oui, il y a un risque, vous contribuez même de manière très diffuse à l'aggravation du risque de manière globale, et de mutualiser tout ça, puisque l'assurance, c'est mutualiser le risque, mais on peut aussi mutualiser les efforts. C'est une réflexion qu'on peut avoir. Et un autre élément aussi qu'on pourrait imaginer, ce serait peut-être, une fois que le dégât est arrivé,
quel qu'il soit, de privilégier parfois pas le remplacement, mais plutôt peut-être la réparation. Je pense notamment en matière automobile, il y a un déclassement économique qui arrive souvent quand la valeur du véhicule avant accident est inférieur au coût de réparation. C'est une réflexion qu'on peut avoir là-dedans. Dans ce cas-là, souvent on ne le répare pas, on le remplace. Alors, écologiquement, c'est pas justifié, mais bon, économiquement, ça l'est. De nouveau, peut-être une chose auquel il faut réfléchir à ce niveau-là. Merci. Anne, à quels obstacles êtes-vous confrontés lors de la mise en œuvre des initiatives en développement durable? Le problème majeur, c'est qu'il y a tellement de réglementation qui est en cours au niveau européen qui parfois se contredisent. Et donc, les assureurs ont déjà des problèmes à bien comprendre ce que la réglementation exacte demande de leur part. En plus, une fois que ça vient au niveau Belgique, on a la tendance de faire du gold plating, donc d'imposer des règlements complémentaires, et ça rend la vie pour les assureurs difficile à bien planifier les choses. Il y a également la question de data. Donc, pour pouvoir gérer une politique durable, il faut disposer des data. Et donc là, c'est pas toujours facile d'avoir accès à ces data. Donc, bon exemple, par exemple, sont les certificats EPC où mordicus, le secteur d'assurance, n'arrive pas à avoir accès au database du gouvernement. Je crois qu'il est temps de clôturer cette partie-ci, de passer à la troisième partie, celle des soins de santé. Un autre thème très important abordé dans le mémorandum d'Assuralia, c'est celui d'une protection meilleure financière en matière de soins de santé. Le coût de nos soins de santé va augmenter fortement dans les années à venir et ils ne doivent pas entièrement venir à la charge du patient. Alors Anne, quelques chiffres, d'ici 2049, les coûts de soins de santé continueront d'augmenter, qui vont atteindre 10,5% du PIB contre 7,8% aujourd'hui. Alors pour les autorités, tout comme pour les patients, une nouvelle augmentation, ça va être difficile à vivre. Alors que proposez-vous ? Bien, effectivement, donc on est confronté avec une augmentation considérable. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Nous, en tant que secteur d'assurance, nous pensons que nous pouvons quand même jouer un rôle important. Aujourd'hui, donc, le coût total de la sécurité sociale, c'est plus que 50 milliards d'euros. Et pour le patient, aujourd'hui, il paye lui-même 8 milliards à peu près. Donc, et dans le cadre de ces 8 milliards, déjà aujourd'hui, le secteur d'assurance, en tant que second pilier, joue un rôle pour offrir des assurances complémentaires comme l'assurance hospitalisation, l'assurance service ambulante. Et donc, ce sont très souvent des assurances collectives, ça veut dire qu'ils sont organisés au niveau des entreprises et ça donne une certaine solidarité dans les entreprises. Et donc, nous voulons vraiment encourager ce type d'assurance. Ok. Maintenant, les assurances de groupe font-elles effectivement partie de la solution, Renaud? Et est-ce qu'elles garantissent des prix moins élevés pour permettre à un plus grand nombre de personnes, de patients, d'avoir accès à des soins de santé complémentaires? Oui, bien sûr, ça fait partie effectivement de la solution et de manière générale en assurance, c'est comme ça que ça marche. Plus vous avez d'assurés, plus le risque est réparti et moins les primes sont élevées et plus les gens sont couverts. Maintenant, comme c'était dit il y a un instant, c'est lié chez nous, ces assurances groupes sont liées souvent au milieu professionnel. C'est les employeurs qui le prennent pour les employés. Or, dans notre pays, tout le monde n'est pas employé. Votre serviteur, qui est juste ici devant vous, est indépendant, donc je ne suis pas concerné par ça. Néanmoins, on peut trouver des solutions et donc trouver d'autres solutions, en fait, d'autres collectivités, d'autres groupements professionnels. Il se fait que le barreau, justement, propose ce genre de choses-là pour les indépendants. Ce n'est pas le cas pour tous les indépendants. Et puis, il y a une catégorie de personnes aussi, ce sont les chômeurs que nous avons dans notre pays. Or, les soins de santé vont augmenter pour tout le monde. On est tous concernés par ça, d'une part parce que nous vivons plus longtemps, d'autre part parce que nous survivons aujourd'hui à des maladies qui nous auraient terrassés encore il y a peu parce que notre technologie avance, mais les coûts augmentent aussi. Nous sommes tous concernés par ça. Et donc, il faut peut-être trouver d'autres systèmes, d'autres collectivités, j'ai envie de dire, qui ne sont pas forcément professionnelles, mais peut-être sur base plus territoriale ou certaines autres affinités qui peuvent exister. On peut en trouver d'autres et à ce moment-là, on parvient à avoir un maillage beaucoup plus large, on répartit sur la population, une population beaucoup plus large, et donc ça fait baisser les primes tout en couvrant toujours plus de gens.
Oui. Maintenant, Eric, la facture des soins de santé, elle peut sérieusement s'alourdir. Alors, c'est pourquoi les gens comptent sur l'assurance maladie, naturellement. C'est également un sujet qui préoccupe davantage les citoyens depuis la crise du Covid. Maintenant, comment pouvons-nous rendre ou maintenir cette assurance naturellement accessible, mais aussi abordable ? Bien, je pense qu'un élément essentiel là-dedans, c'est la prévention. Il y a l'élément curatif, bien sûr, le malade qui doit être guéri, qui doit être assuré, ou plutôt qui reçoit des dédommagements. Mais en général, une loi générale dit quelque part que prévenir vaut mieux que guérir, et surtout est beaucoup moins cher. Et je pense que là aussi, je peux mettre un lien entre la problématique médicale et le SG. Parce qu'en finalité, on constate qu'il y a des liens, effectivement, qu'il y a des relations entre le E, le S et le G, et par exemple le burn-out. De plus en plus d'études démontrent que, par exemple, une entreprise bien gérée au niveau ESG eh bien, crée aussi moins de burn-out. Très concrètement, une étude qu'on a sortie récemment ensemble avec un secrétariat social, a démontré que plus qu'il y a une égalité du genre au sein d'une entreprise, et je ne parle non seulement que égalité hommes et femmes, mais aussi au niveau de paiement, au niveau de salaire, au niveau de grade, si vous voulez, dans une entreprise, eh bien, plus que cette égalité existe, moins qu'il y a de burn-out. Et donc, ici, il y a direct, comme d'autres études démontrent ce même genre de lien. Et je pense qu'à ce niveau-là, observer si une entreprise évolue effectivement vers la direction ESG est aussi un critère pour comprendre à quel point une entreprise crée ou justement diminue ses risques au niveau de soins de santé. Et donc là aussi, à ce niveau, un assureur peut intervenir et dire voilà, plus qu'on voit à travers des données, à travers des conclusions et munis par des données, eh bien, plus qu'une entreprise évolue vers l'ESG, moins qu'il y aura un risque au niveau de soins, et donc on peut proposer un autre plan de prime. Oui. Maintenant, il faut aussi parler, Anne, de l'aspect éthique de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que la technologie pourrait aboutir à que certaines personnes n'aient pas accès à une assurance vie, par exemple, parce qu'elles n'ont plus tellement longtemps à vivre ou parce qu'elles sont en mauvaise santé? Alors, qu'est-ce qui change la donne? L'intelligence artificielle, c'est un débat très important où on doit essayer de trouver des équilibres. Soyons d'abord clairs que via l'intelligence artificielle, ça va aider également les assureurs à donner un meilleur service aux assurés, un meilleur service et plus vite. Mais effectivement, en combinaison avec l'accès à des data, ça les amène également d'avoir une meilleure vue sur le risque concret de chaque assuré. Effectivement, en cas de maladie, ça va devenir peut-être un peu plus difficile d'obtenir une assurance. Cela étant dit, je crois qu'en tant qu'assureur, nous avons tout intérêt à trouver des équilibres de façon à ne pas exclure les gens avec un risque trop élevé. Cela étant dit, si aujourd'hui on est obligé d'assurer quelqu'un qui a une maladie assez importante avec une vision de vie assez réduite, si on doit couvrir ça à des conditions normales, ça voudrait dire qu'on fait abstraction du principe de la mutualisation, qu'on va vers le principe de la solidarisation. Et donc ça, c'est un débat politique, sociétal qui est important, mais c'est pas tout à fait conforme à la technique d'assurance pure. Et donc ça vaut un débat. Donc moi, je pense en tout cas qu'on doit essayer de trouver un certain équilibre pour que l'intelligence artificielle n'est pas de nature à exclure des gens. Et alors, je pense maintenant aux anciens malades du cancer qui ont parfois des difficultés à obtenir une assurance solde restant dû. Maintenant, comment rendre cette assurance plus accessible? Oui, déjà aujourd'hui, il existe un cadre légal qui permet aux patients qui ont vécu un cancer de quand même pouvoir souscrire une assurance.
pour l'instant, la réglementation prévoit que 8 ans après que les gens sont déclarés guéris, qu'ils peuvent souscrire. Donc, dans le futur, ça sera 5 ans. Et donc, déjà aujourd'hui, pour les personnes moins de 21 ans, c'est déjà 5 ans. Mais donc, là également, c'est un bel exemple de trouver un certain équilibre. Parce que pour nous, ce qui est important dans le débat, c'est qu'il faut qu'il y ait une base scientifique pour permettre de bien mesurer le risque. Et en matière de maladies, la science n'est pas toujours noir ou blanc, et donc ça donne lieu à une certaine zone grise où on peut trouver des équilibres. Et le débat ne se fait pas uniquement au niveau belge, mais également au niveau européen, où les assureurs, pour l'instant, sont en train de chercher à se mettre d'accord avec les NGO sur un code de conduite, justement pour couvrir plus les gens qui ont souffert du cancer. Vous demandez aussi à devenir un interlocuteur à part entière dans le cadre des efforts envisageant à garantir des soins de santé optimaux en Belgique. Maintenant, avez-vous le sentiment que vous n'êtes pas suffisamment entendu là maintenant ? Oui, effectivement, nous avons ce sentiment-là, mais nous avons également des ambitions. Donc, nous avons parlé du fait que la sécurité sociale et la santé, ça va devenir de plus en plus coûteux. Donc, il faut trouver dans ces pays des solutions. Et donc, nous, en tant que secteur d'assurance, nous sommes vraiment prêts à s'investir, à avoir toute la créativité pour trouver des solutions. Je suis convaincu qu'ensemble, on pourrait y arriver. Et donc, oui, nous sommes vraiment partis de Mandres pour avoir un partenariat avec le gouvernement. Je crois qu'avec un bon partenariat, on peut trouver beaucoup de solutions. Je crois que c'est un bel appel pour clôturer ce podcast. Merci beaucoup. Je vous remercie pour ces réflexions pertinentes. Et naturellement, vous pouvez retrouver le mémorandum complet d'Assuralia sur le site internet avec les tendances sociétales que nous avons abordées aujourd'hui et les solutions naturellement proposées par Assuralia qui y sont bien résumées. Merci beaucoup et à bientôt. À tout grand, merci. Merci.